Et si l'homme derrière l'Holocauste vivait tranquillement dans votre quartier? En 1946, Hitler et ses principaux lieutenants avaient disparu et le Reich était en ruine. Mais son influence persistait dans le monde. De nombreux nazis s'étaient cachés, parfois aidés par des puissants. Parmi eux se trouvait un bureaucrate qui avait envoyé des millions de personnes à la mort. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous retraçons la traque mondiale de l'architecte de l'Holocauste. En mai 1960, des chasseurs de nazis du Mossad ont mené une opération secrète à Buenos Aires. Chaque soir à 19h40, un homme descendait du bus près d'un kiosque. Parfois, il achetait une cigarette, l'allumait et repartait. En cas de voiture dans l'obscurité, il allumait sa lampe de poche. Avant d'entrer chez lui, il faisait toujours le tour du périmètre comme s'il vérifiait s'il y avait un danger. L'équipe s'est divisée en deux unités, l'une attendant dans une Chevrolet noire, l'autre à côté d'une Buick noire, mise en scène comme une voiture en panne. Un faux chauffeur inspectait le capot, aidé par deux complices. Dans la poche d'un agent se trouvaient des photos de sa famille assassinée, victime des mêmes hommes qu'ils espéraient attraper cette nuit-là. L'homme n'est jamais descendu du bus. Ils avaient attendu ce moment 15 ans et surveillé sa routine pendant 3 semaines. Ce jour-là, le bus a filé devant eux, laissant leurs agents penser que leur cible avait été alertée. Des années auparavant, alors que le Reich s'effondrait, Adolf Eichmann avait secrètement rencontré Heinrich Müller, chef de la Gestapo. Les officiers SS préparaient leur fuite d'Allemagne, tandis que les Alliés libéraient les camps de la mort en Europe. Leurs horreurs dévoilées, Eichmann voyait des officiers désespérés falsifier des papiers, certains envisageant de se faire passer pour de simples commerçants. Il ne voulait rien savoir de tout cela, c'était embarrassant. En montrant son pistolet Steider, il dit à Müller qu'en cas de besoin, une arme suffisait, sinon il restait le cyanure. Avant de partir ce jour-là, il leur rappela « Je sauterai volontiers, et avec joie dans la fosse, en sachant qu'avec moi se trouvent 5 millions d'ennemis du Reich. » Il évoquait les Juifs qu'il avait largement aidés à exterminer. Il a fui Berlin sous les tirs alors que les chars russes entraient dans la ville, tandis que les soldats de l'armée rouge, la vengeance dans les yeux, s'emparaient de la ville. Pour Eichmann, c'était honteux. Le Reich de Milan était fini, mais il refusait de mourir comme un animal traqué. Il a fait un voyage risqué à Altaz, dans les Alpes autrichiennes, où lui et des officiers SS buvaient du cognac et jouaient au solitaire en préparant leur prochain coup. La nouvelle est tombée. Hitler était mort. Eichmann rassembla environ 200 hommes les jeunesses hitlériennes et des SS blessés, et avec de l'argent, de l'or et des armes, ils marchèrent vers les montagnes. Le plan était de se battre jusqu'au bout, mais un ordre est arrivé leur interdisant de tirer sur les troupes alliées. Cela signifiait que la guerre était finie. Les Allemands avaient capitulé. Eichmann se dépêcha de retourner à Altaz, où sa femme Vera était retranchée dans leur chalet au bord du lac. Il ne lui avait jamais tout dit sur son travail, même si elle savait qu'il risquait la pendaison si les Alliés le capturaient. « La guerre est finie », lui dit-il sombrement, en lui tendant une capsule de cyanure au cas où les Russes arriveraient avant. Dehors, ses fils jouaient, inconscients des horreurs que leur père avait infligées à des millions d'innocents. Eichmann dit à Vera d'être courageuse. S'il survivait, il reprendrait contact. Avec un petit groupe de nazis, il s'est enfui de nouveau dans les montagnes, mais bientôt un homme trouva le courage de l'affronter. Eichmann, criminel de guerre traqué, fut abandonné par les autres, pensant avoir plus de chance sans lui. La trahison le blessa, mais il comprit, levant un dernier toast de schnapps avant de poursuivre sa route avec un compagnon vers l'Allemagne. Sans papier, peu d'argent et aucun refuge, il était cerné par les patrouilles alliées. Les Russes envoyèrent des hommes en camp sans procès, tandis que les Américains et Britanniques avaient déjà arrêté de nombreux hauts dignitaires nazis. Le nom d'Eichmann n'était pas encore inscrit sur la liste des grands criminels de guerre, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Arrêté par une patrouille américaine, il s'est présenté sous le faux nom d'Adolf Barth, caporal de la Luftwaffe. Lui et son compagnon ont été envoyés dans un camp rempli d'Allemands, puis se sont échappés cette nuit-là vers Salzbourg, à la frontière allemande. En fuite, Eichmann ne cessait de se répéter qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, lié par le serment SS, mon honneur et ma loyauté. Il avait seulement accompli son devoir et il ne se considérait pas méchant. Il n'était pas meurtrier, seulement un soldat obéissant aux ordres, mais il se trompait. Eichmann a adhéré au parti nazi en 1932 et a vite travaillé pour le renseignement de l'ASS. Sa première mission fut de rassembler les francs-maçons. Sa minutie lui valut un poste au bureau des affaires juives. Désormais considéré comme un expert des juifs, il écrivit un jour qu'ils étaient, je cite, « l'ennemi le plus dangereux du Reich ». À ce moment, il croyait que l'émigration massive était la solution. En 1938, il organisa le transfert de 200 000 juifs d'Autriche, disant à un ami « Ils sont entre mes mains. Ils n'osent avancer sans moi.
Plus les conquêtes nazies grandissaient, plus Eichmann gagnait de valeur. En 1939, il fut chargé de diriger le bureau pour l'émigration juive, organisant les déportations forcées. Après la chute de la Pologne, il supervisa le déracinement de communautés et proposa de déplacer jusqu'à 4 millions de juifs à Madagascar. Le projet a échoué, logistiquement impossible en temps de guerre. Le 31 juillet 1941, un mois après l'invasion de l'Union des républiques socialistes soviétiques par Hitler, Reinhard Heydrich reçut de nouveaux ordres. Heydrich était un haut responsable nazi et un des principaux architectes de l'Holocauste. La directive de Göring était claire: préparer la solution générale de la question juive et élaborer des plans pour ce qui deviendrait la solution finale. Heydrich a informé Eichmann que le Führer avait ordonné l'extermination des Juifs. Eichmann a reconnu plus tard avoir eu du mal à comprendre les paroles de Heydrich. Peu après, Eichmann, Heydrich et Heinrich Müller se sont retrouvés dans un chalet près d'un lac, hors de Berlin. Ils ont bu du brandy près du feu et organisé l'envoi de millions de Juifs européens vers les camps. Eichmann était totalement d'accord, écrivant un jour que les Juifs nous volaient le souffle de la vie. Ce n'était pas un soldat de première ligne, mais l'architecte de la machine de déportation responsable de la mort d'environ 6 millions de personnes. Il n'a pas appuyé sur la gâchette, mais il avait beaucoup de sang sur les mains. En 1944, lors d'une visite en Pologne de l'Ouest, il a vu des Juifs forcés de se déshabiller et poussés dans un camion à gaz, criant jusqu'à ce que le gaz les fasse taire. Près du fossé funéraire, il a vu un civil extraire les dents en or des cadavres avec une pince. Plus tard, à Minsk, il a vu des Juifs jetés vivants dans une fosse et abattus un par un. Plus tard, il dira avoir trouvé cela horrible, que ces meurtres rendèrent les jeunes Allemands sadiques et qu'ils n'étaient pas assez endurcis pour tant de brutalité. Mais il savait exactement comment fonctionnait la machine de mort. C'était lui qui engraissait les rouages. Il est devenu le chef des déportations en Europe. Il traitait des quotas, des graphiques et des tableaux, des chiffres froids et bureaucratiques, masquant une catastrophe humaine. Il a organisé l'enfermement des Juifs dans des ghettos, les dépouillant de leurs biens, leurs entreprises volées et leurs avoirs saisis. Il a aidé à organiser les trains, où des gens, entassés dans des wagons à bestiaux, mouraient souvent asphyxiés ou d'épuisement avant d'atteindre les camps. Pour éviter les révoltes, il a mené des campagnes de tromperie, rassuré les dirigeants juifs et accepté des pots de vin, renforçant la machine nazie. Parfois, il s'adressait lui-même aux victimes, se tenant devant de longues files de condamnés. « Juifs, vous n'avez rien à craindre. Nous voulons le meilleur pour vous. » Mais quelques années plus tard, le chasseur devint la proie. Eichmann avait prévu de retourner en Allemagne depuis Salzbourg, mais il a été capturé en chemin par les Américains. Sa position au sein du parti nazi était difficile à dissimuler. Il avait le tatouage SS de son groupe sanguin inscrit sur le bras, une directive de Himmler. Il tenta de le brûler avec une cigarette, échoua et fut transféré dans un autre camp. Il se fit passer cette fois pour Otto Eckmann de la 22e division de cavalerie Waffen-SS. Ballotté de camp en camp, il se retrouve finalement près de Nuremberg. Sur la route, il aperçut ruines, prisonniers maigres et camions brûlés, signe de défaite. Il savait devoir fuir. Les Alliés ne se rendaient toujours pas compte du prisonnier de valeur qu'ils avaient entre les mains. Bientôt, le nom d'Adolf Eichmann serait sur toutes les lèvres, même celle de Simon Wiesenthal, survivant des camps dont la mère fut assassinée et la femme déportée. Wiesenthal compilait des listes de criminels de guerre pour le corps de contre-espionnage américain, le corps de contre-espionnage ainsi que pour l'Office of Strategic Services. L'Office of Strategic Services, le précurseur de la CIA. Il comprit vite qu'Eichmann avait joué un rôle clé dans l'extermination des Juifs d'Europe. Il ignorait que chasseurs de nazis juifs et agences occidentales traquèrent les criminels de guerre de haut rang, mais pour des motifs très différents. De retour dans les camps où Otto Eckmann faisait la queue avec d'autres SS, les survivants ne reconnaissaient pas son visage. Heureusement pour lui, il était toujours resté dans l'ombre. Interrogé encore et encore par le corps de contre-espionnage, il savait qu'il finirait par l'avoir. Parfois, il pensait au cyanure, mais il croyait encore en partie qu'il pourrait un jour revoir sa famille. À Nuremberg, les pires dirigeants nazis ont été jugés, mais encore et encore, un nom revenait, Adolf Eichmann. Des témoins l'ont décrit en train de donner des ordres aux commandants de camp, de servir comme chef des affaires juives de la Gestapo, et d'être le cerveau derrière les déportations. Dieter Wislinceny, subordonné d'Eichmann, a témoigné qu'Eichmann qualifiait la solution finale d'anéantissement biologique planifié de la race juive. Wislinceny, choqué, a confié qu'Eichmann lui avait dit de ne pas être sentimental. Eichmann devint alors une cible prioritaire.
Les officiers du corps de contre-espionnage ont interrogé Vera, sa femme, qui n'avait pas pris sa pilule de cyanure. Les Russes ne l'avaient pas atteinte. Elle disait ignorer sa localisation et ne pas avoir de photos récentes. Pour le corps de contre-espionnage, Eichmann était une priorité majeure, décrit comme au moins en partie responsable de l'extermination de 6 millions de juifs. On le voyait comme un homme désespéré, prêt à tirer et alpiniste expérimenté, donc peut-être caché en montagne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Eichmann était déjà sous leur garde, écoutant des témoignages à son sujet dans le camp. Paniqué, il a révélé son identité à un officier nazi et supplié qu'on l'aide à fuir. Après avoir tenté de brûler son tatouage SS, il s'est rasé, a mis des vêtements teints de chasseur et s'est faufilé hors du camp dans la forêt. À ce moment, Eichmann était le nazi le plus recherché. Ce n'était pas un mince exploit, alors que des hommes comme le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort, et Klaus Barbie, tortionnaire de la Gestapo, étaient aussi en fuite. Barbie fut d'abord capturé par les Britanniques, puis les Américains, et inscrit par le corps de contre-espionnage sur sa liste de salariés. Agent de renseignement utile. Cela mènerait un jour à des excuses officielles. Mais Eichmann, ils ignoraient où il était. En 1946, 5 chasseurs de nazis ont surveillé son chalet où vivaient sa femme et son frère, puis ont fait irruption un soir pendant le dîner. Des hommes à table ont frappé l'un d'eux avec une crosse de fusil, puis l'ont traîné dans la forêt. L'homme a juré qu'il n'était pas Eichmann, juste un soldat qui connaissait la femme d'Eichmann. Oui, il a admis avoir tué des juifs pendant la guerre, mais seulement sur ordre. Ils ne l'ont pas cru. Ils lui ont tiré dans la poitrine et l'ont enterré dans les bois, pensant avoir tué un grand criminel de guerre. Eichmann était en fait en Allemagne, vivant désormais comme un animal sauvage sous le nom d'Otto Heininger. Il a pénétré dans la zone britannique avec de faux papiers et trouvé un emploi de bûcheron. Il s'est fondu dans le décor, fumant des Lucky Strike le soir et jouant du violon pendant que les hommes buvaient du schnapps. Mais il devait quitter l'Allemagne pour avoir une chance de mener une vie stable. Sa photo circulait désormais dans toute l'Europe. Pire pour Eichmann, Rudolf Höss avait témoigné sur les chambres à gaz, affirmant qu'Eichmann avait visité les camps et parlait de l'usage du Zyklon B. La nouvelle arriva vite à Eichmann. Il devait quitter l'Allemagne rapidement. Il avait entendu qu'on disait que des vengeurs juifs l'avaient tué lors d'un raid contre son chalet autrichien, mais il savait que les Alliés ne s'y trompaient pas. Il n'arrêterait pas la chasse. Simon Wiesenthal, certainement pas. Il avait des preuves qu'Eichmann était toujours en vie. Vera a tenté d'obtenir un certificat de décès officiel pour se remarier ou demander une pension de veuve. S'il elle réussissait, Wiesenthal craignait que les Alliés n'abandonnent les recherches. Le dossier d'Eichmann était volumineux, mais les ressources diminuaient et de nombreux hauts responsables nazis restaient à traiter. Des dizaines étaient détenus et interrogés au camp Ashkan et Dustbin. En 1950, Eichmann se préparait à disparaître à nouveau. Guidé sur un terrain difficile, il se cacha dans des cabanes, passa des nuits tendues, à l'hôtel, puis reçut une fausse identité et fut mené dans une planque au nord de l'Italie. Son plan d'évasion impliquait de puissants alliés au Vatican et en Argentine. Son nouveau nom, Ricardo Clément. Buenos Aires était un terrain fertile pour les nazis. Sous la présidence de Juan Perón, qui jugeait les procès de Nuremberg scandaleux, l'Argentine accueillait les fascistes, surtout les nazis, jugés utiles à l'économie. Les opinions antisémites de Perón reprenèrent la propagande nazie. Il a affirmé que les juifs s'installaient comme des kystes dans les peuples. C'était l'endroit parfait pour Eichmann. À Gênes, la Croix-Rouge internationale a approuvé M. Clément en tant que réfugié. Le 1er juin 1950, il a obtenu son passeport avec photo et empreinte digitale. Obtenir un visa auprès du consulat argentin était facile. Bientôt, il buvait du Chianti, jouait aux échecs et attendait l'avenir avec impatience. Quelques semaines plus tard, il se tenait sur le pont d'un navire, un billet de 3e classe dans la poche. Avec lui se trouvait un autre officier SS du bunker d'Hitler et un commandant des jeunesses hitlériennes. L'Europe s'éloignant, il pensait à sa famille. Un mois plus tard, il posa le pied sur le sol argentin sans aucune intention de jamais retourner en Europe. Il est arrivé avec 485 personnes sans papier, dans une ville au vaste bidonville. Ce lieu ne convenait pas à un homme habitué aux domestiques et résidences secondaires, mais le réseau nazi lui trouva vite un emploi en métallurgie. Plus tard, une fois la résidence obtenue, il est devenu ingénieur. Avec 2500 pesos par mois, la vie était confortable. En 1952, sa famille l'a rejoint après 7 ans sans les voir. Il a étreint Vera et dit à ses fils « Je suis votre oncle Ricardo ». On leur avait fait croire qu'il était mort, mais Klaus, l'aîné, n'y croyait pas.
À huis clos, Vera était heureuse, mais aussi furieuse, agitant de gros articles de journaux qui détaillaient les crimes de son mari, les morts par millions, femmes et enfants. Il niait tout, affirmant n'être qu'un simple bureaucrate. Elle n'en reparla plus. De retour en Europe, Wiesenthal était furieux. La maison des Eichmann était désormais vide. Vera et les garçons avaient disparu. Les enseignants ont dit aux chasseurs de nazis que les enfants avaient simplement cessé de venir. Les rumeurs allaient à bon train. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, même l'Allemagne. Mais sans preuve, Wiesenthal était tourmenté. Il ne pouvait pas dormir. Il ne se reposerait pas tant que les Eichmann ne seraient pas entre ses mains. En Argentine, Eichmann restait prudent. Il n'a jamais reconnu ses enfants publiquement. À la naissance d'un autre fils, il l'a nommé Riccardo Francisco, en hommage au prêtre l'ayant aidé à fuir l'Italie. Mais sur le papier, c'était son seul fils. Pendant des années, il est resté discret, sachant que son nom figurait encore parmi les hommes les plus recherchés au monde. Comme souvent dans la vie, le karma a frappé à la porte d'Eichmann. Lothar Hermann, un juif allemand à moitié aveugle vivant en Argentine et survivant du camp de Dachau, a lu un article sur Eichmann dans le journal. Il pensa à Sylvia. Il ne lui avait jamais parlé de son passé pendant la guerre, ayant caché son identité juive en fuyant en Argentine. Il savait désormais qu'il devait tout avouer, notamment parce que Sylvia était autrefois sortie avec un jeune homme nommé Nick Eichmann. Sylvia affirmait que le père de Nick était mort, mais durant la guerre, il fréquentait les nazis et exprimait des opinions antisémites. Lothar fit le rapprochement. L'ex-petit ami de Sylvia pouvait-il vraiment être le fils d'Adolf Eichmann ? Sylvia lui a dit que Nick ne s'était jamais beaucoup confié, pas même sur l'endroit où il vivait. Il était secret et évasif, ce qui rendait Lothar plus méfiant. Malheureusement, elle n'avait pas vu Nick depuis des lustres après avoir déménagé, donc il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. C'était trop étrange pour être ignoré. Lothar a d'abord contacté l'ambassade d'Allemagne, mais elle était encore pleine de fonctionnaires qui pleuraient Hitler. Il a donc écrit directement à Fritz Bauer, procureur général de la Hesse. Il leur a affirmé qu'Eichmann, sous le nom de Clément, était à Buenos Aires avec sa famille. Bientôt, une photographie est arrivée par la poste. Sylvia l'a examinée. Oui, elle a dit, c'est lui. Elle a commencé sa propre enquête. Après des recherches, elle a trouvé la maison et s'y est rendue pour voir Nick. Nick n'était pas à la maison, mais un homme d'une cinquantaine ou soixantaine d'années l'a invité à entrer. L'esprit de Sylvia s'est emballé. Assis en pantoufles face à elle, il pouvait être l'un des architectes de la Shoah. Vera est alors arrivée, demandant qui avait donné l'adresse à Sylvia. L'affrontement s'est terminé quand Nick est entré. Gêné, il parle peu. L'homme plus âgé dit à Sylvia qu'elle est toujours la bienvenue. « Merci, père », dit Nick, puis il proposa de l'accompagner à l'arrêt de bus. En route, Sylvia demanda « Pourquoi as-tu appelé ton oncle père ?» Nick hésita, marmonna que c'était un signe de respect en Allemagne, et elle monta dans le bus en tremblant. Quand le bus partit, elle se sentit soulagée. De retour, elle dit à son père « C'est lui, Adolf Eichmann, j'en suis sûr. » En mars 1958, Kurt Weiss, des renseignements ouest-allemands, rencontra un officier de la CIA à Munich pour partager des informations sur les nazis. Les deux camps avaient des agents nazis, ce qu'ils ne pouvaient pas admettre publiquement. En réalité, beaucoup de ces agents étaient peu fiables, leur loyauté était douteuse et leur moralité discutable. Maintenant, il parlait d'Adolf Eichmann et de la nouvelle selon laquelle il aurait été aperçu en Argentine. Son nom était mal orthographié Clemens dans les rapports. Il n'était pas certain que c'était Eichmann, mais serait critiqué plus tard pour ne pas avoir informé les chasseurs de nazis ou le Mossad. Les États-Unis, sous pression d'enquêter, avaient ignoré Wiesenthal. Cela ne servait pas les intérêts américains, et trop de leurs opérations étaient là liées d'anciens nazis. Et personne, à l'époque, ne voulait que cela s'ébruite. Pendant ce temps, en Argentine, Eichmann devenait de plus en plus isolé. Il se lançait dans des diatribes sur la guerre et affirmait que le Reich avait été trahi. Il buvait, fumait trop et sombrait souvent dans le désespoir. Dans son journal, il a un jour avoué « Je me lasse de vivre la vie d'un vagabond anonyme entre deux mondes ». Il a affirmé ne pas être meurtrier ou tueur de masse, tout en admettant sa complicité via les ordres de déportation. En 1960, le Mossad a lancé l'opération finale suite à un renseignement de Fritz Bauer. Bauer, méfiant envers les renseignements ouest-allemands, infiltrés par d'anciens nazis, s'est donc tourné vers les Israéliens pour traquer Eichmann. Mais le Mossad exigeait une preuve irréfutable avant d'agir. Leur plan d'enlèvement d'Eichmann était illégal selon le droit international. Pris sur le fait, les agents risquaient une arrestation et un scandale international, tolérable seulement s'ils réussissaient. Ils ont commencé à surveiller lentement la maison. 4261,
Chacabuco. Sylvia n'y était pas allée depuis 2 ans. C'était vide. Eichmann était parti quelques semaines plus tôt. Puis il y eut un rebondissement. Un garçon du quartier leur a dit qu'un fils d'Eichmann était mécanicien dans un garage voisin. Après surveillance, l'agent a envoyé. Le conducteur est rouge, signalant qu'ils avaient sans doute trouvé Eichmann. Le quartier général voulait un seul message. Le conducteur est au noir, c'est bien Eichmann. En surveillant le garage, ils ont aperçu un homme d'une 50aine d'années sur une mobilette venant chercher son fils. Ils l'ont suivi dans plusieurs virages, mais l'ont perdu derrière un cortège funèbre. Pourtant, avec persévérance, ils ont retrouvé sa maison rue Garibaldi. Avec une caméra cachée dans une mallette, ils ont tenté de photographier chaque entrant ou sortant. Une proposition d'achat de la maison voisine pour renforcer la surveillance a été rejetée par le siège du Mossad. Eichmann a senti que la traque se rapprochait. Il était devenu plus prudent, d'autant plus que ses fils étaient désormais adultes. L'aîné avait son logement, l'un était marin marchand, l'autre mécanicien. Bientôt, ils quitteraient tous la maison, et le plus jeune ignorait le passé de son père. Eichmann devenait plus méfiant. Ayant remarqué des hommes étranges dans le quartier, il restait plus discret que jamais. Un jour, en étendant le linge, ils eurent une vue dégagée. Ce soir-là, le message passa. Le chauffeur est noir. La mission était dangereuse. L'Argentine était pleine de sympathisants nazis. Et dans les cercles gouvernementaux, un sentiment anti-israélien persistait après la chute de Péran. Les agents n'avaient ni soutien local, ni couverture officielle, et il y avait Eichmann, près de 60 ans, formé à la surveillance et aux armes à feu. Il pouvait avoir des alliés, il devait rester prudent. Un faux pas et il pouvait être mort, ou en prison, ou Eichmann aurait pu s'enfuir. Après sa capture, il devait disparaître et être caché jusqu'à son envoi en Israël. Mais un problème est survenu. Impossible d'utiliser un avion militaire. Comment embarquer un homme sur un vol civil sans attirer l'attention? Même pour une agence chevronnée, c'était presque impossible. Mais ils avaient d'abord besoin de cette photo nette. Le 20 mars 1960, un agent était caché sous une bâche à l'arrière d'un camion Ford, observant avec des jumelles par un trou. D'autres attendaient près de là et ont vu Eichmann sortir en pantalon marron, par-dessus, chemise et cravate verte. Il a échangé avec son jardinier. Mais ils ont raté la prise et ont dû recommencer. La confirmation d'Israël est arrivée très vite, 100% Adolf Eichmann. D'autres agents du Mossad ont commencé à arriver en Argentine sous de fausses identités. Une délégation israélienne devait déjà assister aux célébrations de l'indépendance de l'Argentine, ce qui constituait une couverture parfaite. Le plan prévoyait de faire sortir Eichmann clandestinement à bord d'un avion d'El Al au retour des délégués chez eux. Ils doutaient qu'il soit possible de forcer un adulte à embarquer contre sa volonté sur un avion de ligne. Chaque jour, Eichmann rentrait toujours chez lui, en prenant le bus vert et jaune 203 après son travail à l'usine Mercedes-Benz de San Fernando. À 19h40, il rentrait souvent près de chez lui avec une femme qui partait ailleurs. Parfois, il s'arrêtait au kiosque, parfois pas. Sa maison étant à quelques minutes, ils avaient peu de temps pour l'attraper. Chaque soir, il montait à la garde, notant chaque détail, s'assurant que sa routine ne changeait jamais. Il se demandait comment un homme responsable de millions de morts pouvait vivre dans une telle misère. Sans eau courante ni électricité, seule une maison délabrée dans un quartier morne, ce lieu était pour eux une insulte aux morts. Parfois, les agents se demandaient s'ils avaient le bonhomme. Ce n'est que lorsque Eichmann serait entre leurs mains qu'ils pourraient en être certains à 100%. Ils ont tracé l'itinéraire qu'ils emprunteraient après l'avoir enlevé. Le souci, c'était les arrêts fréquents pour les tramways, autant de points à risque. Pourtant, ils étaient d'accord. Le Dix-mai, nous l'enlevons, tout était prêt. Ils ont appris que le 19 mai, ce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont choisi de garder Eichmann caché plus longtemps, plutôt que de retarder l'enlèvement. Des semaines de préparation avaient été nécessaires pour le 10 mai. Tout retard pouvait éveiller les soupçons. Ils avaient doloué des voitures. Ils avaient 10 appartements prévus comme planques. Chaque jour, Eichmann descendait du bus à l'heure. La surveillance devenait risquée. Les habitants les avaient remarqués, et un policier les a empêchés de faire demi-tour illégalement. Avant le jour J, ils ont répété l'enlèvement. Ne sachant pas si Eichmann allait se défendre, 2 des hommes les plus coriaces ont été choisis. Des hommes qui savaient tuer et qui n'hésiteraient pas si cela devenait nécessaire. Le 10 mai, une berline noire s'est arrêtée près d'Eichmann rentrant chez lui. Le conducteur a demandé en espagnol la direction de Buenos Aires. Eichmann trouva cela étrange. Pourquoi une voiture avec des plaques locales demanderait-elle des directions? Les agents observèrent et reportèrent donc l'opération d'un jour. De retour, Eichmann parla de la voiture à sa femme, de plus en plus soupçonneux. Il fuma davantage et ne joua pas du violon ce soir-là. Vera sentit son malaise et perçut aussi une présence sombre autour de la maison.
Cette nuit-là, elle rêva de lui en chemise blanche, soudain rouge. La voiture n'était rien, mais le sixième sens d'Eichmann s'était avéré juste. Le lendemain, Eichmann se rasa, se lava au seau et s'habilla. Avant son départ, Vera lui parla de son rêve. « Sois prudent », le prévint-elle. Il n'y prêta pas attention et entreprit son voyage de 2 heures sur 32 km prenant le 203 et changeant 2 fois de bus. Au travail, tout était routinier jusqu'à une rare réunion syndicale qui le retint après 18h15. À l'arrêt de bus, l'équipe de 4 attendait dans 2 voitures, guettant la route, prête à marquer l'histoire. Des jumelles de vision nocturne scrutaient en la rue. Un adolescent s'est approché de la voiture en panne et a proposé son aide. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Il a demandé. Ils voulèrent qu'il parte, heureusement il est parti. À 7h40, le bus était en retard. Un bus est passé sans s'arrêter, puis un autre. Leurs nerfs étaient à vif. Eichmann avait-il disparu? Avait-il été découvert? Sa vie était réglée comme une horloge. Que pouvait-il s'être passé? 8 heures sonnèrent, l'heure limite. Pourtant ils restèrent. À 8h05, un autre bus est apparu. Cette fois, c'était Eichmann. Il est descendu, lampe de poche à la main, marchant vers la rue Garibaldi, sa main droite enfouie de façon suspecte dans sa poche. Une arme? Une tempête approchait. Le tonnerre grondait. Ils entendirent ses pas qui se rapprochaient. À 14 mètres, sa main restait dans sa poche. « Fais attention !» dit l'un des hommes. À 5 mètres, l'un des hommes fit un pas en avant. « Un momentito, Seigneur. » Eichmann se figea, la peur dans les yeux. Il observa le champ, envisageant de fuir. Ils le frappèrent, le jetant à terre en forçant sa main vers le bas. Il poussa un cri, mais le moteur de la voiture en attente rugit pour couvrir le bruit. Ils le poussèrent sur la banquette arrière, main sur la bouche, et lui mirent des lunettes de moto noircies sur les yeux. Il pensa que cela dura 1 heure, mais ce ne fut que 25 secondes. Ils le fouillèrent pour vérifier s'il avait des armes, le couvrirent d'une couverture, lui lièrent les mains et les pieds, et lui dirent « Si tu résistes, nous te tirerons dessus. » Tu comprends? Silence. Tu comprends? Encore rien. Il ne dit toujours rien lorsqu'on lui parle en espagnol. L'idée a traversé l'esprit des hommes qu'ils pouvaient s'être trompés d'homme. Mais alors, dans un allemand parfait, Eichmann dit d'une voix calme « Je suis déjà résigné à mon sort. » Il pensait probablement qu'il allait mourir, mais lui faire du mal était la dernière chose qu'il voulait faire. Au moins, il savait que c'était bien lui. Eichmann n'a pas résisté en allant à la planque. À un passage à niveau, ils ont attendu 10 minutes, entourés de voitures, certains fumaient dehors, la musique forte. Encore une fois, page artificielle, l'avertissement. Bouge et tu meurs! À 8h55, ils sont arrivés. Il avait l'air pitoyable dans ses vêtements sales pendant qu'ils cherchèrent du cyanure. Même ses fausses dents ont été vérifiées. Au début, il croyait à un vol, mais en entendant l'allemand, il comprit avoir été capturé par des juifs. Les cicatrices ont confirmé que c'était bien lui, y compris celle où son tatouage SS se trouvait autrefois. Il a toutefois affirmé être Ricardo Clément, ex-Otto Henninger. Sous pression, il a révélé son vrai numéro SS, 889 895, ce qui l'a trahi. Interrogé sur son nom de naissance, il a répondu « Adolf Eichmann ». Le soulagement était tel qu'ils ont accepté sa demande de vin pour calmer ses nerfs. Monsieur Eichmann pouvait boire et savait bien fumer. Il leur a dit connaître l'hébreu, avant d'essayer de le parler. Cela ressemblait à une insulte. Certains ont dû quitter la pièce plutôt que de le frapper au visage. À la maison, Vera a paniqué. Elle s'est dit qu'il avait dû avoir un accident, ou que ce que disaient les journaux ne pouvait pas être vrai. Elle organisait déjà une équipe de recherche. Elle ne le reverrait jamais. Eichmann, obéissant, demandait sans cesse s'ils allaient le tuer. Plus tard, il leur dirait qu'il n'était qu'un petit rouage dans une vaste machine. Il savait bien que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas tiré, mais son intelligence avait détruit des générations, des proches et des membres de leur famille. Il le nourrissait, lavait, habillait et accompagnait aux toilettes. Le tuer aurait été plus simple. À la place, il devait maintenant accomplir la tâche impossible de le faire sortir clandestinement à bord d'un avion civil. À un moment donné, il a dit « D'une certaine manière, j'aime les Juifs. Je voulais qu'ils aient leur propre pays, mais aucune nation ne voulait les accepter. » Il a insisté sur le fait que l'ordre d'extermination venait directement d'Hitler. Cela les écœurait, mais chaque soir il le laissait éparler, lui donnant du vin, l'encourageant à se confier, construisant déjà un dossier. C'était étrange. Il détestait ce qu'il avait fait. Mais il était difficile de haïr l'homme pathétique qui se tenait devant eux. Ils espéraient que Joseph Mengele, aussi en Argentine, les rejoigne, mais la piste a échoué. La prise de choix ne pouvait pas être mise en danger. Alors ils se sont contentés d'Eichmann, plutôt que de se mettre en danger eux-mêmes.
Le 20 mai, Eichmann a assuré qu'il embarquerait sans problème, et a déclaré au médecin qu'aucun sédatif n'était nécessaire. Le médecin lui a tout de même fait une injection, lui disant que c'était pour calmer ses nerfs. Somnolent, Eichmann a murmuré « Vous pouvez compter sur moi ». S'il n'avait rien d'autre, Eichmann avait toujours été fiable, malheureusement aussi pour des tueurs sans cœur. Au moment où ils l'ont amené à l'aéroport, ses jambes ne le portaient plus. Ils l'ont porté dans les escaliers, tous vêtus d'uniforme de la Légion d'assistance logistique l'entourant. Une couverture le recouvrait sur son siège. Les membres de l'équipage jetaient eux des regards, pensant peut-être que l'homme était simplement souffrant. Les moteurs ont rugi. Eichmann était inconscient, désormais avec un masque sur les yeux. Les agents furent soulagés quand l'avion roula, mais ce sentiment s'effaça lorsqu'il s'arrêta soudainement à cause d'un souci de plan de vol. Puis, à 0h05, les roues quittèrent la piste. En sécurité, les hommes dirent à l'équipage « Vous menez une opération cruciale pour le peuple juif. L'homme qui est avec nous dans cet avion est Adolf Eichmann. » Ils regardèrent l'homme impuissant assis à sa place, qui tirait nerveusement sur une autre cigarette. La nouvelle circula vite, et le chef mécanicien explosa. Son frère avait été assassiné par les nazis, et lui-même avait survécu au camp. Il a crié aux agents « Vous lui donnez des cigarettes, il nous a donné du gaz !» Le procès d'Adolf Eichmann est devenu un événement marquant du XXe siècle. Son enlèvement a provoqué un tollé international. Mais ce n'est pas l'enlèvement qui a le plus choqué le monde. C'était l'ordinaire d'Eichmann, son visage banal, sa réserve discrète, l'absence totale de toute menace. Il n'avait rien d'un monstre, ressemblant plutôt à un père ordinaire, un voisin sympathique jouant à la balle avec ses enfants. Hannah Arendt, qui couvrait le procès, appellerait cela la banalité du mal. Eichmann a tenté de se défendre en insistant « Je ne faisais qu'obéir aux ordres », une phrase qui a résonné dans la salle d'audience et dans la presse mondiale. Les juges ont rejeté cet argument. Eichmann a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort. Dans la nuit du 31 mai 1962, Adolf Eichmann a été pendu à la prison de Ramla, seule exécution civile en Israël. Il a refusé que les gardiens lui couvrent la tête. Les témoins ont dit qu'il paraissait exalté, oubliant qu'il assistait à ses propres funérailles, comme si son esprit lui faisait croire à son innocence. Ces derniers mots étaient indéfiants. « Messieurs, nous nous reverrons tous. Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine. Je devais obéir aux règles de la guerre et à mon drapeau. Je suis prêt. » Son corps a été incinéré, ses cendres dispersées en mer hors d'Israël. Aucun lieu sur Terre ne serait jamais un refuge pour l'homme ayant créé la machine de l'Holocauste. Arrêter l'architecte de l'Holocauste est une chose, mais l'exécution de ses plans fut encore plus sombre. Regardez comment les chambres à gaz nazis fonctionnaient réellement pour découvrir la sombre vérité. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.